L'État ne se désintéresse pas du fonctionnement des fédérations sportives et la période présente le démontre. Dimanche, peut-être que la France sera pour la troisième fois championne du monde, on peut l'espérer. Et la ministre, par exemple, Madame Oudéa Castéra, ministre chargée des Sports, s'est rendue au Qatar et très courageusement a apporté une tenue arc-en-ciel pour montrer un soutien à la cause. Le président de la République va se rendre également, comme il l'avait fait il y a 4 ans, pour assister à la finale de la Coupe du Monde. Mais ce n'est pas de cela que je voulais vous parler. Dans les derniers jours, les dernières semaines, la ministre chargée des Sports s'est intéressée au fonctionnement notamment de deux fédérations, la Fédération française de football et la Fédération française de rugby. Pour la Fédération française de football, c'est à la suite d'un article dans la revue SoFoot, il y a 2 ou 3 mois, article dans lequel le journal met en cause le président de la fédération, certains cadres supérieurs, et qui auraient eu des comportements déplacés, voire comportements qualifiables de harcèlement. Donc, à la suite de cela, le ministère a demandé un audit de la fédération qui sera rendu dans les prochaines semaines. Et le président de la Fédération française de football s'est déclaré serein. À mon avis, il l'est de plus en plus, d'ailleurs, au vu des résultats de l'équipe de France. Et ce à quoi la ministre a répondu, moi, ce qui m'agace, c'est quand j'entends le président Le Graët dire qu'il est parfaitement serein. Moi, j'ai envie de lui dire que je suis parfaitement vigilante. Cet audit, j'en attends les conclusions. J'aurai un premier rapport d'étape dans la quinzaine qui arrive. Et puis, derrière, il y a les conclusions approfondies. C'est un travail qui est très minutieux, qui doit être fait à charge et à décharge en écoutant chacun. Il y a beaucoup de parties prenantes à entendre. On en tirera toutes les conclusions. Vous voyez, par ces propos, ça c'était en novembre, hein, c'est pas là au moment des quarts de finale ou des demi-finales, hein, l'ambiance ne s'y prête pas, mais en novembre, donc les propos sont assez directifs à l'égard de la fédération, indiquant qu'elle elle en tirera les conclusions, donc ce n'est pas très, très encourageant pour le président de la Fédération française de football. Et puis, il y a eu aussi la Fédération française de rugby la semaine dernière, donc en décembre. Le tribunal correctionnel de Paris a condamné le président de la fédération, Bernard Laporte, et un homme d'affaires qui est président du club de rugby de Montpellier, Moed Altrad, pour un prise illégale d'intérêt et diverses infractions pénales. 2 ans de prison ont été requis et interdiction d'exercer des fonctions dans les instances du rugby. Mais le tribunal correctionnel a décidé, contrairement aux réquisitions du procureur, de ne pas rendre immédiatement exécutoire cette décision. Les intéressés, Bernard Laporte, le président du club de Montpellier, ont fait appel, et donc cet appel étant suspensif, ces sanctions, l'interdiction notamment d'exercer des fonctions dans le rugby, ne prennent pas effet immédiatement et prendront effet au moment, si elles sont confirmées, quand la Cour d'appel rendra son arrêt, c'est-à-dire dans quelques mois, voire quelques années. Donc, normalement, ça devrait permettre à Bernard Laporte de rester président de la fédération l'an prochain, lorsque la Coupe du Monde se tiendra en France. Sauf à ce que la Ligue professionnelle de rugby fasse pression et obtienne son départ. Là encore, la ministre, Madame Oudéa Castéra, a estimé que la condamnation de Bernard Laporte fait obstacle à ce qu'il poursuive sa mission à la tête de la Fédération française de rugby. Donc, il faut comprendre comment un membre du gouvernement peut avoir une telle assurance, tel droit de regard sur des fédérations sportives. Et la réponse se trouve dans le Code du sport. Il y a un code, vous savez, il y a eu un effort de codification ces dernières années, et maintenant il y a un code du sport, et le code nous apprend que, article L131-1, les fédérations exercent leur activité en toute indépendance. Bon, ben ça ne va pas dans le sens d'une intrusion
du pouvoir politique au sein de la fédération. Et l'article suivant rappelle que les fédérations sportives sont des associations de la loi de 1901, c'est-à-dire des personnes morales de droit privé. Un sport apparaît, il a quelques licenciés, puis à un certain moment, ces licenciés veulent se rencontrer, organiser des compétitions, et naturellement, comme toute initiative privée, eh bien, cette volonté de pratiquer un sport ensemble passe par la création d'une association, c'est-à-dire d'une personne morale de droit privé de la loi de 1901. Tant qu'on en est là, eh bien, la puissance publique n'a que de faibles pouvoirs à l'égard de la fédération. Mais plus la fédération a une visibilité, notamment parce que ses licenciés se multiplient, eh bien, elle fait l'objet d'une reconnaissance par l'État, et cette reconnaissance implique un contrôle. Je ne sais pas combien il y a de fédérations qui sont dans cette situation, mais pour les sports principaux, voilà, vingtaine, trentaine, quarantaine de sports principaux, eh bien, il y a une fédération qui va entrer dans le régime juridique que je vais décrire. Alors, il y a deux actes qui marquent un contrôle de la part de l'État sur les fédérations sportives et qui expliquent que le ministre, celle d'aujourd'hui comme celle de demain, puisque Noël Le Graët a fait remarquer dans une interview dans le journal L'Équipe la semaine dernière que les ministres des Sports ne sont pas éternels, lui non plus, mais il est en fonction depuis, je crois, une petite dizaine d'années, donc il a vu passer du monde quand même. Et donc voilà les deux actes qui expliquent que le ministre a un droit de regard sur les fédérations. Certaines fédérations peuvent tout d'abord obtenir un agrément pour une durée de 8 ans renouvelable, qui a pour effet de faire participer la fédération agréée à l'exécution d'une mission de service public. C'est l'article L131-8 du Code du sport qui le dit. Pour pouvoir prétendre à cet agrément, la fédération doit avoir adopté un statut comportant certaines dispositions obligatoires et souscrit un contrat d'engagement républicain. Ce contrat d'engagement républicain a été créé par la loi séparatisme de l'an dernier qui cherche à lutter contre le prosélytisme religieux, et des rapports parlementaires avaient démontré que les associations sportives étaient sujettes à ces intrusions du religieux, et donc une fédération agréée doit conclure un contrat d'engagement républicain qui garantit qu'elle va prendre des mesures pour éviter l'immixtion de l'intégrisme au sein de la pratique sportive. Alors donc, dès lors qu'une fédération est agréée, ça implique déjà un certain contrôle de la puissance publique, puisque, comme le dit l'article L131-8, elle participe quand même à l'exécution d'une mission de service public. Plusieurs fédérations peuvent être agréées pour la même discipline. Je donne un exemple, c'est un arrêt du Conseil d'État du 8 février 1999, numéro 169 890, me semble-t-il. Et dans cette affaire, le ministre a refusé un agrément à la fédération de snowboard pour la pratique du surf des neiges. Donc l'activité sportive, c'est le surf des neiges, et la fédération de snowboard avait demandé à être agréée pour organiser la pratique du surf des neiges. Et le ministre avait refusé l'agrément en se fondant sur le fait qu'un agrément avait déjà été donné par lui à une autre fédération plus importante pour, sans doute la fédération de ski, j'imagine, pour cette activité, le surf de neige. Et le Conseil d'État considère que le ministre a commis une erreur de droit, parce que ce n'est pas parce qu'une fédération a été agréée pour un sport que cela exclut, comme l'a pensé le ministre dans cette affaire, l'agrément pour le même sport pour une autre fédération. Donc là, il n'y a pas de monopole. Plusieurs associations peuvent être agréées pour la pratique d'un même sport. Alors naturellement, le ministre donne un agrément qui implique un certain contrôle de la puissance publique, et si l'association, la fédération sportive ne respecte pas les termes de cet agrément,
elle s'expose à un retrait de l'agrément. Je vous donne un exemple, c'est un arrêt du Conseil d'État du 17 avril 2015, numéro 382 492, Conseil d'État 17 avril 2015. Il s'agissait là de la Fédération française Fighting, Full Contact, Kickboxing et Discipline associée, c'est un programme. Et donc le ministre a retiré l'agrément à cette fédération. Le Conseil d'État juge que le ministre pouvait prendre cette mesure parce qu'il est apparu que plusieurs reproches pouvaient être faits à la fédération. Elle a organisé des manifestations sportives qui ont dégénéré, avec ce qui a entraîné la mise en danger des biens et des personnes. Elle a délivré des diplômes, enfin certains professeurs ont un diplôme revêtu du logo de la fédération, mais il apparaît que leur diplôme a été délivré en méconnaissance des dispositions sur ces diplômes qui sont dans le code du sport. Et puis également, la fédération a organisé des compétitions qui pouvaient conduire à l'attribution d'un titre de champion national ou régional. Or, vous allez le voir après, seules les fédérations qui bénéficient d'une délégation et pas d'un simple agrément peuvent délivrer un tel titre. Et si une fédération qui n'est pas déléguée délivre un tel titre, alors qu'elle n'a pas le droit de le faire, elle commet une infraction susceptible de poursuite pénale. Elle peut également, cet arrêt le confirme, faire l'objet d'un retrait d'agrément parce qu'elle a empiété sur des compétences qui appartiennent à une fédération qui détient la délégation. Et puis enfin, cette fédération donc, de full contact, fighting, etc., a refusé de communiquer certains documents qui étaient communicables. Donc, vous voyez, quand une fédération agréée ne respecte pas certaines règles de droit public, elle s'expose à un retrait de l'agrément. Sachant que si l'association, la fédération, non seulement est agréée, mais également a reçu délégation, comme je vais le voir après, c'est un passage nécessaire, on ne peut pas être délégué sans avoir été auparavant agréé, eh bien le retrait de l'agrément vaut, a fortiori, retrait de la délégation, mais je vais y revenir. Donc vous voyez que quand une fédération est simplement agréée, et sachant que plusieurs fédérations peuvent être agréées pour une même discipline, il peut y avoir compétition, concurrence, eh bien, il y a déjà des règles de droit public qui s'appliquent, et si elles ne sont pas respectées, eh bien, la fédération s'expose à un retrait de l'agrément. Ensuite, deuxième étape, qui traduit une plus grande intensité du contrôle, une fédération sportive peut recevoir une délégation. Donc, le ministre prend un arrêté de délégation à la fédération, qui est une fédération jusqu'ici agréée, et cette fois, il ne peut y avoir qu'une délégation par discipline. La Fédération française de football a reçu délégation pour le football. Cette délégation ne peut pas être accordée à une autre fédération, donc ça traduit un monopole. Le Code du sport nous indique les conditions de délivrance de cet acte unilatéral, la délégation. L'octroi de la délégation est subordonné à la conclusion d'un contrat de délégation entre l'État et la fédération. Donc, la délégation est un acte du ministre unilatéral, mais subordonné à la conclusion d'un contrat, en vertu duquel, naturellement, la fédération va s'engager à respecter certaines règles. La fédération reçoit délégation pour quoi faire? Eh bien, pour organiser les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés des titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux. C'est l'article L131-15. Cette prérogative est protégée, comme je le disais il y a 2 minutes, si une fédération délivrait des titres nationaux, internationaux, régionaux, départementaux sans avoir reçu de délégation, concurrençant la fédération ayant eu délégation, eh bien, elle commettrait une infraction pénale, elle serait poursuivie. Il n'y a qu'une délégation pour une activité sportive donnée. Il ne peut pas y avoir 2 fédérations de karaté, par exemple. Mais une fédération peut recevoir délégation pour plusieurs disciplines sportives. Exemple, on peut citer un arrêt du Conseil d'État du 9 décembre 1994
la requête numéro 118 591, la fédération de Tai Chi Chuan traditionnelle, ou même des Tai Chi Chuan traditionnels, je ne sais pas ce que c'est, hein, ça doit être un art martial ou des arts martiaux, et donc cette fédération a demandé au ministre de retirer à la Fédération française de karaté, taekwondo et arts martiaux affinitaires, c'est le nom de la fédération, karaté, taekwondo et arts martiaux affinitaires, la délégation qu'elle avait reçue pour la pratique du Tai Chi Chuan. Donc la Fédération française de Tai Chi Chuan demande au ministre de retirer à la Fédération de karaté la délégation qu'elle a reçue pour organiser les compétitions en matière de Tai Chi Chuan, parce que la Fédération de Tai Chi Chuan estime que c'est elle qui devrait avoir cette délégation. Elle ne peut pas l'obtenir si la Fédération de karaté l'a obtenue, puisqu'il ne peut y avoir qu'une délégation pour une discipline sportive. Eh bien, le Conseil d'État rejette le recours en considérant que le ministre, tout d'abord, n'a pas commis une erreur sur l'existence matérielle des faits. Le Tai Chi Chuan est bien une discipline connexe au karaté, donc la fédération de karaté et de art connexe pouvait recevoir la délégation. Et puis par ailleurs, le ministre n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en confiant la délégation en matière de Tai Chi Chuan à la fédération de karaté parce que ces statuts sont conformes au statut type, même si elle ne regroupe qu'une minorité d'enseignants et de praticiens de ce sport. Il ressort qu'à la date de l'arrêt litigieux, aucune fédération sportive agréée ne représentait les adeptes de cette discipline. Donc, confier cet art martial à la fédération de karaté ne constitue pas une erreur manifeste d'appréciation. Alors, le Code du sport prévoit un contrôle particulier du ministre sur les actes, la gestion de la fédération qui bénéficie d'une délégation. Donc, ça justifie donc l'intervention de la ministre dans le fonctionnement de la Fédération française de football ou de rugby quand il lui semble que les règles ne sont pas respectées. Cette intervention est légitime puisque ces fédérations ont reçu délégation. Alors, il y a plusieurs manifestations du contrôle. Alors, tout d'abord, l'article L131-20 du Code du sport dispose que lorsque le ministre chargé des sports défère à la juridiction administrative, c'est-à-dire saisit le juge administratif, les actes pris en vertu de la délégation qu'il estime contraire à la légalité, il peut assortir son recours d'une demande de suspension. Le juge administratif fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Alors, qu'est-ce qu'il faut? C'est l'article L131-20. Quelles sont les conclusions qu'on doit tirer de cet article? Tout d'abord, de ce point de vue, le ministre a un pouvoir assez faible, puisqu'il peut, comme vous et moi, s'il estime qu'un acte de la fédération est illégal, le contester devant le juge administratif. Il ne peut pas l'annuler lui-même, le suspendre, substituer sa décision. Alors je dis, il peut simplement, comme vous et moi, attaquer l'acte, ce n'est pas tout à fait vrai, parce que lui n'a pas à démontrer l'intérêt pour agir. En tant que ministre chargé des sports, il a intérêt à attaquer un acte qu'il estime illégal. Alors que nous, si nous voulions l'attaquer, il faudrait qu'on démontre qu'on a intérêt à l'attaquer. Ça, c'est le premier point. Donc là, vous voyez, le pouvoir du ministre est quand même assez, dans cette première étape, assez faible. Ce n'est pas lui qui tranche, c'est le juge. Il y a quand même un régime favorable que je viens de vous donner, c'est qu'il peut demander la suspension de l'acte qu'il attaque et il l'obtiendra s'il démontre, s'il avance un moyen qui tend en l'état de l'instruction, c'est-à-dire un examen rapide, à faire douter de la légalité de l'acte attaqué. Quand un justiciable comme vous et moi demande la suspension de l'acte qu'il attaque, il doit, c'est l'article L521-1 du Code de justice administrative, tout d'abord avancer un moyen propre en l'état de l'instruction à faire douter de la légalité de l'acte attaqué. On peut avoir un doute. Et puis, deuxième chose, seconde condition, il faut qu'il démontre qu'il y a urgence à ce que l'acte attaqué ne soit pas exécuté. Il faut qu'il soit suspendu immédiatement. Donc, vous voyez, le ministre n'a pas
lui, a démontré l'urgence. Il suffit qu'il démontre qu'il y a un vice apparemment dans l'acte pour en obtenir la suspension. Alors, ensuite, c'est le premier pouvoir du ministre qui est assez faible, va être accompagné d'autres pouvoirs plus importants. Je vous disais que une fédération qui souhaite recevoir une délégation, un arrêté de délégation du ministre pour organiser des compétitions décernant un titre international, national, régional ou local, doit conclure un contrat avec l'État. Et de la même façon, la fédération qui demande délégation doit présenter un dossier. Ce dossier va comporter, nous indique l'article R131-26 du Code du sport, une présentation de la stratégie nationale visant à promouvoir les principes du contrat d'engagement républicain. C'est ce que j'ai vu tout à l'heure, hein, c'est un contrat qui a été créé par la loi séparatisme. Un calendrier officiel des compétitions. Il faut que le ministre, avant de donner la délégation, constate que la fédération a une véritable existence et une activité intense. La surveillance médicale, notamment des sportifs de haut niveau. Le dopage la lutte contre le dopage a pris une importance considérable ces 20 dernières années, donc il faut qu'on s'assure que la fédération a mis tous les moyens en œuvre pour prévenir le dopage. Voilà les éléments que doit présenter le dossier pour obtenir délégation. Alors, outre ce droit de recours que je viens d'évoquer, le ministre a un droit de regard sur la fédération à plusieurs points de vue. Tout d'abord, la délégation est accordée pour 4 ans. L'agrément pour 8 ans, la délégation pour 4 ans. Ça veut dire donc que, assez rapidement, hein, tous les 4 ans, il va falloir obtenir un renouvellement et la fédération ne l'obtiendra pas, ce renouvellement, si elle a méconnu gravement les engagements qu'elle avait pris lorsqu'elle a déposé son dossier et les engagements qu'elle a pris dans le contrat qu'il a lié à l'État avant que le ministre n'accorde la délégation. Et d'ailleurs, l'article R131-29 du Code du sport, indique limitativement, hein, il n'y a pas le mot notamment, les motifs qui peuvent conduire le ministre à ne pas renouveler la délégation. C'est non-respect de l'intérêt général qui s'attache à la promotion et au développement des activités physiques et sportives, non-respect de l'une des conditions mentionnées à 2 articles, ce n'est pas très, très important à mon avis, et dans le cas d'un renouvellement, non-respect des engagements fixés par le contrat de délégation, celui qui est conclu avant obtention de la délégation, pour la période précédente. Et donc, l'article R131-28 nous donne le contenu de ce contrat. Et le contrat contient notamment la liste des disciplines sportives qui sont déléguées à la fédération, puisque nous avons vu qu'une fédération peut recevoir délégation pour plusieurs disciplines sportives, les engagements pris par la fédération pour l'élaboration de la stratégie nationale fédérale en matière de protection de l'intégrité physique et morale des personnes, en particulier des mineurs. Vous voyez, si dans un sport, régulièrement, il y a des mineurs qui sont blessés gravement, ce n'est pas bon pour la fédération, bien sûr. Préservation de l'éthique et de l'équité des compétitions sportives. S'il y a régulièrement des manœuvres, des magouilles, entre guillemets, pour l'attribution des titres, ce n'est pas bon pour la fédération quand elle va demander son renouvellement. Il y a également bonne gouvernance de la fédération et de ses organismes régionaux et départementaux. Voyez, je pense que ce terme de bonne gouvernance peut englober les reproches que Mme Oudéa Castéra fait au président de la fédération et au président de football et de rugby. Et voilà, vous avez été condamné, certes, c'est susceptible d'appel, mais on estime que compte tenu des délits qui ont été commis, qui vous sont reprochés en première instance, cela porte atteinte à la bonne gouvernance de la fédération. Même chose pour l'article que j'évoquais tout à l'heure de SoFoot, si les faits sont avérés,
ça traduit quand même une gouvernance. Il n'y avait pas que d'ailleurs l'effet que j'ai évoqué dans le fonctionnement interne de la fédération sportive qui était évoqué dans cet article. Voilà donc s'il y a eu des méconnaissances des exigences de bonne gouvernance, c'est-à-dire méconnaissance du contrat conclu entre l'État et la fédération afin que celle-ci obtienne délégation unilatérale du ministre, ça va s'opposer au renouvellement, ça peut s'opposer au renouvellement de la délégation. Et puis, il y a d'autres conditions et d'autres éléments qui sont contenus dans ce contrat et qui, s'ils ne sont pas respectés, pourront justifier que la délégation ne soit pas renouvelée. Autre élément, le ministre peut également retirer la délégation. Auparavant, je vous disais, la délégation est délivrée pour 4 ans. Il peut la retirer, il peut refuser de la renouveler au terme du délai de 4 ans, mais il peut également la retirer avant l'expiration du délai de 4 ans. L'article L131-30 nous donne les motifs qui peuvent le conduire à prendre une telle décision. Atteinte à l'ordre public, non-respect des engagements du contrat de délégation, donc on retombe sur ce que je viens de dire, là, par exemple, violation des règles de la bonne gouvernance, non-respect de l'intérêt général qui s'attache à la promotion des activités physiques et sportives. Voilà en gros les motifs qui peuvent justifier un retrait de la délégation. Je le disais tout à l'heure, il y a un lien entre l'agrément et la délégation parce qu'une fédération qui perd l'agrément, qui est l'acte le plus souple, c'est le début d'une collaboration au service public, eh bien, perd également nécessairement la délégation. Ainsi, par exemple, un arrêt du Conseil d'État du 28 février 2007, numéro 285 654, le Conseil d'État, dans cet arrêt, juge légal le retrait de l'agrément de la Fédération française d'équitation, fondé sur le fait que son règlement disciplinaire en matière de lutte contre le dopage ne respecte pas les dispositions légales et réglementaires que l'État a adoptées depuis une quinzaine d'années en matière de lutte contre le dopage. Et ce retrait de l'agrément vaut également un retrait de la délégation. Donc, vous voyez, nous avons dans le Code du sport 2 actes administratifs, l'agrément, la délégation, qui traduisent l'emprise du droit public sur la fédération et qui justifient, donc je viens de vous donner les éléments, qui justifient des pouvoirs d'intervention du ministre, même si le Code du sport commence par rappeler que les fédérations sont des personnes privées qui exercent leur activité en toute indépendance. Alors, dès lors qu'il y a cette présence du public, le Conseil d'État, depuis maintenant presque 50 ans, a jugé que les actes des fédérations sportives ayant reçu délégation sont des actes administratifs dès lors qu'ils sont pris dans le cadre de la délégation. C'est-à-dire dans le cadre, la délégation, c'est une délégation, je l'ai dit il y a 2 minutes, délégation pour organiser des compétitions qui attribuent des titres internationaux, nationaux et locaux. Eh bien, tous les actes pris par la fédération délégataire dans l'organisation de ces compétitions sont des actes administratifs susceptibles d'un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif. L'arrêt de principe en la matière, c'est un arrêt du Conseil d'État du 22 novembre 1974, Fédération des industries françaises d'articles de sport, FIFAS, Fédération des industries françaises d'articles de sport, c'est un arrêt du Conseil d'État du 22 novembre 1974. Si vous allez lire l'arrêt, vous verrez que le Conseil d'État juge qu'en confiant aux fédérations sportives la mission d'organiser les compétitions nationales ou régionales, c'est à l'époque une ordonnance de 1945, avant le Code du sport, le législateur a confié aux fédérations sportives, bien que celles-ci soient des associations régies par la loi de 1901, c'est-à-dire des personnes privées, l'exécution d'un service public administratif. Donc, quand la fédération déléguée organise par délégation une compétition donnant lieu à l'attribution d'un titre international, national, local, elle exerce une mission de service public. Dès lors, les actes qu'elle prend dans l'exercice de cette mission et par lesquels elle fait l'usage de prérogatives de puissance publique sont des actes administratifs qui relèvent de la compétence du juge administratif.
Dans l'affaire Fédération des industries françaises d'articles de sport, il s'agissait d'une décision de la Fédération française de tennis de table, ping-pong. Je ne sais pas ce qui fait la différence entre le ping-pong et le tennis de table. Donc, décision de la Fédération française de tennis de table qui avait homologué les balles utilisées pour les compétitions. Donc, vous voyez, on a une conception assez large d'actes pris pour l'organisation des compétitions. Eh bien, cette décision d'homologation est un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif. Ce n'est pas le juge judiciaire, alors qu'il s'agit de personnes de droit privé. Naturellement, c'est un acte qui a un enjeu considérable, parce que les sociétés qui produisent, les entreprises qui produisent ces balles qui sont homologuées vont en vendre, du fait de cette homologation, des milliers. Donc, il y a un enjeu considérable. Ça, c'est l'arrêt fondateur. Alors, bien sûr, cet arrêt du Conseil d'État s'inscrit dans une jurisprudence plus large du Conseil d'État qui a admis qu'une personne morale de droit privé pouvait prendre des actes administratifs dès lors qu'elle a une mission de service public. L'arrêt de principe est un arrêt du Conseil d'État de 1963 qui indique qu'une personne de droit privé exerce une mission de service public si trois critères sont présents. Une mission d'intérêt général, exercée sous le contrôle de l'administration, à l'aide de prérogatives de puissance publique. Donc, si on est en présence d'une personne de droit privé dont l'activité présente ces trois caractères, intérêt général, contrôle de l'administration, prérogative de puissance publique, c'est une personne de droit privé qui a une mission de service public. Et donc, les actes qu'elle prend dans l'exercice de cette mission sont des actes administratifs. Eh bien, la jurisprudence FIFAS applique, sans le dire aussi nettement, ces principes aux fédérations sportives. Elles ont une mission d'intérêt général, elles exercent sous le contrôle de l'administration, je viens de le voir, hein, la délégation implique un contrôle, et à l'aide de prérogatives de puissance publique, par exemple, la fédération a un monopole, il n'y a pas deux fédérations de football ou de rugby, il n'y en a qu'une, c'est la loi qui le dit. Et donc, à partir de cette jurisprudence de 1974, le Conseil d'État a considéré qu'un grand nombre d'actes de fédération sont des actes administratifs, parce qu'ils sont compris largement dans cette organisation des compétitions donnant lieu à l'attribution d'un titre. Par exemple, le Conseil d'État, dans un arrêt du 21 novembre 1976, Fédération française de cyclisme, le Conseil d'État a jugé qu'une sanction infligée à un cycliste professionnel, l'interdisant de participer à des compétitions pendant 4 mois, je crois, était un acte administratif. Le cycliste avait été condamné pour dopage. D'ailleurs, la sanction, c'est un problème que je ne vois pas ici, avait été infligée par une sanction, une fédération étrangère, mais les règles du cyclisme font que la sanction infligée par la fédération belge ou néerlandaise s'applique dans les autres pays. Et donc, la Fédération française de cyclisme avait infligé cette sanction de suspension à un cycliste. Je crois que c'était pas n'importe qui, hein, c'était Robert Pingeon, je crois que c'est Robert, qui a gagné le Tour de France 1900, je crois que c'est 1967, donc ce n'est pas n'importe qui. Autre exemple, le Conseil d'État, dans un arrêt du 12 juillet 1991, Association nouvelle des Girondins de Bordeaux Football Club, le Conseil d'État juge qu'est un acte administratif la rétrogradation d'un club dans une division inférieure. À l'époque, ça sanctionnait les problèmes financiers des Girondins de Bordeaux. C'est un acte administratif. Voilà quelques exemples d'actes administratifs, donc actes qui sont soumis au contrôle du juge administratif alors que ce sont des actes pris par des personnes morales de droit privé, tout simplement parce que qui traduisent. Ce contrôle du Conseil d'État traduit le fait que le Code du sport et avant lui l'ordonnance de 1945 prévoit un contrôle de la puissance publique sur les fédérations qui représentent les sports les plus importants, c'est-à-dire les fédérations qui ont reçu une délégation du ministre. Alors, dernière précision, les fédérations restent des associations et donc c'est une limite au contrôle. Vous voyez, par exemple, le juge administratif s'est déclaré incompétent
pour connaître d'un recours contre la décision de la Ligue nationale de football répartissant les droits audiovisuels entre les clubs. C'est une source importante de revenus, la répartition des droits télé entre les clubs. Eh bien, la décision de la Ligue professionnelle de football n'est pas, en cette matière, n'est pas un acte administratif. C'est le Conseil d'État qui en a jugé ainsi dans un arrêt du 28 octobre 2021. C'est la requête numéro 445 699. Je n'en ai pas parlé, mais pour les sports les plus importants, le rugby, le football, le basket, il existe une ligue professionnelle. Tous les sports ne sont pas professionnels. Il y a quelques sports qui sont professionnels. Et pour ces clubs qui organisent pour ces sports qui organisent des compétitions professionnelles, eh bien, il y a à l'intérieur de la fédération une ligue qui reçoit délégation de la fédération pour organiser les compétitions professionnelles. Donc, vous voyez, c'est l'État qui donne délégation à la fédération et celle-ci peut donner délégation à un groupement professionnel qui organise la compétition professionnelle. Alors, je ne suis pas spécialiste du droit du sport, mais je pense que les lois qui ont prévu ce mécanisme de délégation, subdélégation, n'ont fait que répondre à la situation de fait, qui était, il y a une vingtaine d'années, essentiellement le fait du football. Je pense que la Ligue professionnelle de rugby n'a été créée qu'il y a, je sais pas, 15 ans peut-être, mais quand les lois en matière de sport sont intervenues il y a une vingtaine d'années, le seul sport concerné était le football, et il y avait déjà un groupement du football professionnel. Je crois que pendant très longtemps, le président était Jacques Sadoul, et qui avait en termes d'influence, un pouvoir équivalent à celui de la Fédération française de football. Donc, il aurait été difficile, vous voyez, peut-être pas impossible, mais de remettre en cause ce groupement professionnel. Et donc, la loi, c'est une loi qui a été votée, je crois, dans les années 80, elle dit, ben voilà, c'est la Fédération française de football qui reçoit délégation pour organiser les compétitions de la part de l'État. Et puis ensuite, elle peut subdéléguer les compétitions professionnelles à un groupement des clubs professionnels. Mais tout ça existait déjà avant. Ça n'a fait que valider une situation de fait qu'il aurait été difficile, à mon avis, de remettre en cause. Donc, vous voyez, dans ces relations du football professionnel, du sport professionnel, qui sont les enjeux essentiels, quand souvent les gens s'agacent de la part prise par le football, ça n'en fait pas partie. C'est souvent le football professionnel qui est visé. Et là, le contrôle de la puissance publique est assez limité. Et second point qui montre que parce que les fédérations sont des associations, le contrôle trouve ses limites, on apprend en lisant les déclarations de patrimoine des membres du gouvernement, qu'on trouve dans le site de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, que Mme Oudéa Castéra, avant d'être ministre des Sports, était directrice générale de la Fédération française de tennis. Eh bien, en 2021, pour cette fonction, elle a touché net 356 440 €. Net. Vous voyez, c'est un salaire inhabituel dans des institutions parapubliques. La fédération reste une association, mais très associée au service public. C'est assez. Vous voyez, c'est la limite de tout cela. C'est un des éléments du système français, à une grille dans la fonction publique, avec des salaires, des traitements très encadrés, avec quand même certains emplois hors échelle, et il y en a un certain nombre. Et puis, vous avez des personnes morales de droit privé qui ne sont pas de pures personnes de droit privé, en ce sens qu'ils sont associés au service public, et il est difficile, là, cette fois, à la fois d'avoir accès aux informations financières, et là, il n'y a pas d'encadrement. Il n'y a pas d'encadrement du tout de la rémunération. Vous trouvez que le directeur général de la Fédération de tennis gagne 35 000, à peu près 35 000 € par mois, 356 000 € net par an. Ce ne soit pas des salaires courants dans le public, bien sûr, et dans le privé, pour des chefs d'entreprise qui ont fait leurs preuves et dont les entreprises prospèrent. C'est quand même un salaire qui est peu courant. Et là, le ministre des Sports, quel qu'il soit, a très peu de prise sur ces rémunérations tout à fait régulières, bien entendu. La question peut se poser quand même, puisque nous avons par exemple un arrêt de la Cour de discipline budgétaire et financière du 7 novembre 2022, Fédération française d'athlétisme, arrêt dans lequel la Cour de discipline budgétaire et financière
donc, connaît de poursuites contre des agents de cette fédération parce que, tout simplement, la Fédération française d'athlétisme, comme les autres fédérations, reçoit des subventions publiques. Donc, on ne doit pas être indifférent à l'utilisation qui est faite de cet argent public.